Bien, maintenant que vous avez pris quelques minutes pour regarder le format des données, on va faire le point là-dessus. Donc, vous avez vu que je vous ai donné deux types de données, un shapefile avec un point, donc un fichier de forme avec un point, et puis des images raster. Donc, je ne reviens pas sur le format raster, on a déjà vu ça au premier TD, hein. Je vous rappelle que c'est une grille avec des informations sur les couleurs qui sont données pour chacune des cellules élémentaires, chacun des pixels, et que ces pixels ont une résolution donnée qu'on va déterminer par la suite. Donc le point important à bien comprendre, c'est que l'image qu'on vous donne avec une nuance de gris correspond en fait à des altitudes, et c'est ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain. Alors qu'est-ce que c'est un modèle numérique de terrain? Eh bien, c'est une image du relief qui est discrétisé suivant, par exemple, une grille XY avec une information de Z pour chacune des cellules que vous avez là. Amente n'est pas forcément toujours une grille carrée ou une grille rectangulaire XY, ça peut avoir des formes différentes, mais restons simples. Donc une grille XY avec pour chacun des nœuds ou pour chacune des cellules une information sur l'altitude. Donc AMNT, c'est une image faite à partir d'une discrétisation du relief, de la topographie. Et donc ce qui est très important dans la notion de MNT, c'est la notion de résolution horizontale. Quelle est la taille élémentaire des cellules? euh, Quelle est la fréquence d'échantillonnage de la topographie que l'on fait? Et puis quelle est la précision en verticale de chacun des points? Donc ça, c'est deux notions importantes, la résolution horizontale et la précision verticale de votre modèle numérique de terrain. Nous, on va s'appuyer sur des modèles numériques de terrain qu'on appelle de type SRTM. J'en ai parlé très rapidement en cours, donc je reviens là-dessus. Donc SRTM, qu'est-ce que c'est? C'est Shuttle Radar Topographic Mission. Donc ce sont des données gratuites, ça c'est important, que n'importe qui peut utiliser, que vous pourrez utiliser lorsque vous serez ingénieur, vous aurez besoin de données topographiques. Donc ce sont des données gratuites qui ont été acquises grâce aux navettes de la NASA lorsqu'elles étaient encore en fonctionnement au début des années 2000. Donc comment ça fonctionnait? Eh bien, vous aviez sous la navette un premier radar qui prenait en photo une image radar, une première zone que je symbolise ici en jaune si vous voulez, et puis un deuxième radar situé au bout d'un bras télescopique que vous avez ici et qui prenait la même zone, la photo radar de la même zone. Donc on avait deux images radar d'une même zone avec une distance donnée entre ces deux images. Eh bien, c'est exactement le même principe que votre vision. Vous avez deux images d'une même zone. Là, je regarde mon ordinateur. Je vois mon ordinateur avec mon œil droit et mon œil gauche. Donc, j'ai deux images qui sont superposées pour le même objet. Et c'est grâce à ça que j'arrive à reconstruire la 3D, que vous arrivez à reconstruire la 3D. C'est ce qu'on appelle la stéréoscopie. Donc, les images SRTM sont basées sur le même principe. Donc deux images radar d'une même zone avec une distance donnée entre ces deux images. Donc on est capable de reconstruire la topographie. Le point important, donc comme je vous le disais, c'est que ces données sont gratuites et elles sont téléchargeables sur différents endroits d'Internet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir au niveau de ce lien ici. L'autre point important avant de vous lancer tête baissée dans l'étude des données, c'est toujours de savoir dans quel système de coordonnées vous travaillez. Donc attention, contrairement au TD précédent, cette fois-ci on travaille dans un système de coordonnées uniquement géographique, il n'y a pas de projection. Et lorsque vous faites clic droit, propriété sur votre couche, eh bien dans référence spatiale, ce que vous lisez c'est CGS WGS 1984. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce sigle-là? CGS, ça veut dire Coordinate Geographic System, donc système de coordonnées géographiques. Et puis WGS, c'est pour World Geodetic System 1984. Donc ça, c'est le système de coordonnées géographiques. WGS, c'est l'ellipsoïde de référence. Comme on a un système géographique, pas projeté, eh bien, on garde des unités qui sont angulaires, et en l'occurrence ici, en degrés. Donc voilà pour le système de coordonnées
vos MNT. L'autre information très importante, eh bien, c'est la résolution de votre MNT, dont j'en ai déjà parlé. Si vous faites clic droit propriété, cette résolution-là, vous l'avez dans l'onglet source sur information de raster au niveau de taille de cellule XY. Et là, on lit quoi? On lit taille de cellule XY 0,0083333 à la fois pour X et pour Y. Alors, eh bien, c'est en degrés. Donc peut-être que ça ne vous parle pas trop. Donc il faut que vous fassiez appel à votre culture générale et réfléchir. 1 degré sur la Terre, ça fait quelle distance à peu près? Eh bien, si on prend un degré de latitude, et, qui sont constants, contrairement aux degrés de longitude, les degrés de latitude, en termes de distance, eh bien, ça fait 110 km environ. Un degré de longitude, ça fait 110 km environ à l'équateur. Par contre, plus vous allez vers les pôles, moins la distance correspondante est grande et donc moins le degré de longitude est grand. Donc pour le degré de latitude, c'est constant et ça fait à peu près 110 km environ. Donc si vous multipliez 0,0083 par 110 km par degré, eh bien vous allez trouver une résolution d'à peu près 90 mètres. Donc ça, c'est la résolution de base du SRTM, c'est 90 mètres. Donc ça veut dire que vous avez un point de la topographie à peu près tous les 90 mètres. Alors sachez que maintenant, les SRTM, on peut également les trouver gratuitement pour des résolutions de 30 mètres sur les mêmes sites web. Mais là, par souci de légèreté des fichiers, on reste sur des données qui sont à 90 mètres. Donc si tout ça c'est clair, si vous avez bien étudié vos données, maintenant vous pouvez commencer à les étudier et vous allez prendre 15-20 minutes voire plus, le temps qu'il vous faut pour bien étudier la vallée de Milouni, là, autour du lac que j'ai pointé précédemment. Utiliser les différents outils que vous avez, Google Earth, ArcMap avec la base de données World Imagery. Si vous ne vous souvenez plus comment l'importer, vous allez revoir dans le TD1, il y a les indications pour le faire, et puis j'ai fait une petite vidéo qui vous explique comment importer World Imagery. La question que vous essayez de résoudre là, c'est en particulier pourquoi on a des lacs dans cette région, quelle est leur origine géomorphologique, et pour cela, alors ça va faire appel à des notions qu'on va voir en cours jeudi prochain, enfin du moins virtuellement. Donc sur les morphologies qu'on trouve en milieu glaciaire, eh bien, il faut que vous essayiez de retrouver un peu les différents objets que vous avez sur cette diapo-là. Alors, je ne l'explicite pas pour l'instant, c'est quelque chose qu'on fera en cours, et puis quelque chose que vous allez découvrir par vous-même à travers ce TD. Donc appuyez-vous sur ces schémas-là, n'hésitez pas à regarder aussi sur Internet, sur les notions de modelé glaciaire, morphologie glaciaire, vous allez trouver des informations. Essayez de trouver en particulier des cirques glaciaires, des moraines, des verrous glaciaires, des vallées suspendues, voilà, un certain nombre de termes que vous pouvez essayer un certain nombre d'objets, pardon, que vous pouvez essayer de rechercher. Si ces terminologies-là ne sont pas claires, n'hésitez pas à chercher sur Internet par vous-même au travers de ces TD. On va faire le point après 15 à 20 minutes ensemble, où on va décrire ces différents objets, et de toute manière en cours, vous aurez un PowerPoint avec une vidéo off qui vous expliquera ça assez dans le détail. Voilà. On se retrouve d'ici quelques minutes pour faire le point sur la morphologie de la vallée de Milouni. A tout de suite.